Il se trouve qu'à l'intérieur des sunnites, il y a des courants énormes. Et à l'intérieur des chiites aussi, il y a énormément de courants. Ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est de parler d'islam pour comprendre, pour apprendre sur cette religion, pas pour la pratiquer, mais pour la comprendre. Voilà, parce que c'est la religion de beaucoup de Français, et je pense que c'est important qu'on se comprenne. En France, on a du mal à faire la différence entre les différents courants. Il y a quelque chose de très simple, c'est qu'il y a les chiites, il y a les sunnites, mais des courants comme des courants comme ça, il y en a aussi énormément. Est-ce que vous pouvez aller juste me dire, par exemple, qui sont les soufis? Les soufis, c'est des musulmans, mais qui sont à l'extrême opposé, peut-être, des wahhabites. Alors, je nuancerai le propos. Les soufis, vous êtes là pour ça, moi. Ouais, je nuancerai le propos. Alors, d'abord, on parle de sunnites et de chiites. C'est des branches politiques, initialement. Tout commence à la mort du prophète. Qui lui succède? Sa famille, ou plutôt ses compagnons. Certains estiment que c'est sa famille qui devait lui succéder. Et je caricature vraiment, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails, c'est des choses qui prendraient des heures et des heures, voire des années d'enseignement. Mais pour faire simple, ceux pour qui seule sa famille devait lui succéder sont devenus les chiites. Je caricature encore une fois. Et ceux pour qui des gens de sa famille, comme d'autres, pouvaient lui succéder, ceux sont devenus ceux qu'on appelle les sunnites. Ensuite sont venus justement des systèmes dynastiques qui se sont succédés au cours de l'histoire. Les premiers étaient des gens qu'on appelait des Omeyyades, ensuite il y a eu ceux qu'on appelle les Abbassides, mais il y avait tout le temps en sous-main cette opposition sunnite-chiite. Il se trouve qu'à l'intérieur des sunnites, il y a des courants énormes. Et à l'intérieur des chiites aussi, il y a énormément de courants. Le wahhabisme est un courant sunnite. On peut dire ce qu'on veut, mais il est sunnite. Qui dit venir d'une des écoles juridiques principales du sunnisme, qui s'appelle le hanbalisme, d'un monsieur qui s'appelle Ahmad ibn Hanbal, qui est fondateur d'une école juridique. Bon, il se trouve que le hanbalisme auquel s'apparente le wahhabisme a toujours été minoritaire. Ça, il faut le savoir également. Donc, le wahhabisme, aujourd'hui, il est vrai qu'il n'a jamais été majoritaire, mais il est vrai aussi qu'il est plus puissant, parce que disposant d'argent. Alors c'est le cas aussi d'autres mouvements, comme les frères musulmans, qui sont soutenus aussi par le Qatar. Je veux dire, à un moment donné, on se retrouve entre deux feux, si vous me permettez, mais qui sont des feux d'argent. C'est ceux qui, au fond, imposent leur manière de voir les choses, c'est ceux qui tiennent le pouvoir, et le pouvoir, en l'occurrence, c'est celui de l'argent. Autrefois, on pourrait en dire autant. Hein. Les écoles juridiques dont on parle aujourd'hui sont des écoles qui se sont imposées dans et par le temps à partir du pouvoir. Le pouvoir les a choisies et le pouvoir est... Parce que certains pensent que c'est parce qu'elles étaient plus fortes intellectuellement que d'autres. C'est pas vrai. En tout cas, historiquement, on peut le démontrer. Et les soufis, c'est lesquels? Les soufis, ce sont des gens qui sont sunnites ou chiites, qui disent que le plus important, c'est d'abord et avant tout de livrer bataille contre soi-même, contre ses pulsions, pour être dans ce qu'on appelle l'élévation spirituelle. Et ces gens-là, j'ai envie de dire, ont caractérisé l'essentiel de l'islam, jusqu'à ce que Mohammed ibn Abdul Wahhab, père du fondateur du wahhabisme, vienne. Et même lui, dans certaines versions, on voit qu'il y a des nuances. Mais à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on a commencé à voir des gens qui incriminent les soufis et qui les traitent de gens sortis de l'islam. Alors qu'ils étaient majoritaires. Alors que le soufisme, aujourd'hui, il suffit d'aller dans le monde pour voir qu'il y a des confréries, qu'on appelle turuq, soufiyya, qui sont partout dans le monde. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. Il n'y a pas un seul endroit dans le monde où vous ne trouveriez pas. Ces confréries-là ont parsemé le monde musulman. Et je pourrais même vous dire que l'Europe de l'Est est devenue musulmane par le biais justement de cette manière de voir les choses qui est celle des soufis. Mais, attention, ne tombons pas dans l'angélisme non plus. Le soufisme, quand il a failli résister à des injustices, par exemple contre la colonisation, il y a eu des soufis. On parle du cas de la Libye. Le grand combattant contre l'Italie colonisatrice, c'est un monsieur soufi qui s'appelait Omar el-Mukhtar. Donc,
c'est pas C'est blanc pas des et noir. Gandhi. En fait, C'est exactement. d'accord. Donc on a tendance à dire ah ben non, les soufis seraient les gentils, il y aurait les. Non, le soufisme, c'est la spiritualité qui n'est pas non plus en opposition avec, j'ai envie de dire, une sorte de respect, un certain nombre de normes, hein, parce que ça n'aurait pas de sens. Cela dit, c'est le soufisme. Et aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est soufi, alors c'est assez marrant, parce que, bon, par exemple, on me dit c'est un soufi, comme si c'était une insulte, alors que eux-mêmes, s'ils lisaient les textes, ils s'apercevraient que Nawawi, dont on a déjà parlé, quand il parle des gens qui ont recueilli les hadiths, les propos du prophète, ses actes ou commentaires, il dit, quand il voulait parler de quelqu'un de très pieux, il disait « As-Soufi », le Soufi. C'était limite, c'était un titre honorifique et quelque chose qui montrait que la personne était plutôt de bonne mœurs.